Merci à Cheikh Ahmed Tidiane Cherif Diop pour toutes ces informations. Mesdames, Messieurs, comme il l'a si bien annoncé, nous allons parler économie, surtout l'économie mondiale dans ce soir d'info, seconde et dernière partie avec Jean-Marc Natal. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le chef suppléant de la division des études économiques au département de la recherche du FMI, le Fonds monétaire international. C'est cela même, oui. Alors, le prétexte de l'entretien, c'est le rapport sur les perspectives économiques mondiales, la revue ou le rapport présenté ce jour à Dakar, ce mercredi. Déjà, que retenir de l'édition octobre 2023 de ce rapport? Tout d'abord, merci de me recevoir. Donc le rapport a été publié dans le sillage des réunions annuelles de Marrakech qui se sont tenues à Marrakech, donc pour la première fois depuis 50 ans sur le territoire africain. Ouais. Le rapport traite des perspectives de l'économie mondiale. Il est publié 2 fois par an. Et cette édition se concentre sur 2 thématiques. La première est le ralentissement de la croissance depuis l'année 2022. La croissance mondiale a diminué de 3,5 à 3%, et elle est prévue pour 2,9% l'année prochaine, donc une croissance relativement faible. Elle est en fait beaucoup plus faible même que la croissance moyenne des 20 dernières années, qui était à 3,8. Donc vraiment une croissance relativement faible. Et le deuxième thème du rapport est que les perspectives de croissance sont relativement inégales en fonction des régions, et on constate que les régions des pays en voie de développement et les pays émergents ont eu plus de difficultés que les pays avancés à sortir de la crise du Covid et à supporter les chocs qui ont suivi, la guerre en Ukraine notamment, et le ralentissement par exemple en Chine. Justement, pourquoi vous dites en 50 ans une première fois au Maroc, à Marrakech précisément, et là pour cette revue également, Dakar? Pourquoi avoir choisi le Sénégal? Donc le Sénégal, je pense que de par la qualité de ses institutions et également la qualité des discussions que nous avons eues, a permis de rayonner relativement loin, comme par exemple ce soir avec l'émission que nous avons tous les deux, nous permet de communiquer notre message et de parler par exemple à la BCAO, où un grand nombre de pays africains sont représentés. Donc c'est une plateforme qui nous permet de diffuser le message de manière plus large. On va parler de croissance, vous l'avez évoqué dans votre propos liminaire, mais avant cela, l'économie mondiale est-elle résiliente après les crises que vous avez citées, la pandémie, on a vu la guerre en Ukraine avec la Russie, mais il y a également la crise israélo-palestinienne qui se transforme souvent en crise israélo-arabe. Ce sont des facteurs qui jouent certainement sur la santé de l'économie mondiale. Alors, est-elle résiliente, cette économie mondiale? Oui, alors le rapport que nous venons de publier a été bien entendu écrit avant les derniers événements de la semaine passée en Palestine. Oui. Et bien entendu, il est encore trop tôt pour avoir une lecture claire de ce que cela implique pour l'économie mondiale. Ce type d'événement, de manière régulière, peut avoir des conséquences sur les prix des matières premières notamment, ou bien sur les places financières des pays concernés, mais c'est pour l'instant très difficile d'avoir la moindre idée de ce que cela va impliquer. Maintenant, le rapport, pour répondre à votre question, est-ce que l'économie mondiale est résiliente? Elle s'est relativement bien portée en début d'année. Excusez-moi, intégrer également ce facteur qui est très important pour nous, la flambée des prix et la flambée du coût de la vie aussi. Allez-y. Oui, donc non, tout à fait. Ce sont deux aspects qui sont extrêmement importants pour le futur de la croissance mondiale. Dans un premier temps, clairement, l'un des facteurs qui maintient la croissance relativement faible, c'est les politiques monétaires des banques centrales qui ont dû resserrer les conditions monétaires, donc ont augmenté les taux d'intérêt dans l'idée de ralentir l'inflation. Et en faisant cela,
on ralentit l'économie aussi, puisque l'inflation, finalement, est le déséquilibre entre l'offre et la demande. S'il y a trop de demande, il y a plus d'inflation. Donc, une partie du ralentissement provient des politiques monétaires plus restrictives, qui, nous l'espérons, ont atteint maintenant, en tout cas dans le rapport, dans notre prédiction centrale, ont atteint un niveau maximum. Et maintenant, on s'attend à ce que l'inflation, qui a déjà commencé à baisser, continue à le faire, mais bien entendu, il y a des risques. Donc, elle est résiliente, les politiques portent leurs fruits. Les politiques monétaires portent leurs fruits, mais on est encore. Il y a un certain nombre de risques qui peuvent intervenir toujours. Vous parlez beaucoup de croissance, mais parlons encore de l'inflation avant de passer à la croissance. Justement, l'inflation que vous évoquez, comment faire pour éviter la hausse des taux directeurs, comme vous l'avez dit, dans les banques centrales, avec les conséquences que l'on connaît sur les économies locales? Oui, alors ça malheureusement. Lorsque on a eu la crise du Covid et ensuite d'autres ralentissements liés aux politiques de confinement, on a eu la nécessité de soutenir les entreprises, que ce soit par la politique fiscale et monétaire. Et on a beaucoup soutenu. Et il était très difficile de lire le dosage nécessaire dans une situation qui était sans précédent. Et donc ça s'est traduit par malheureusement une augmentation de l'inflation qui n'était pas attendue. Les banques centrales ont réagi. La seule façon de réagir à l'inflation, c'est de durcir les conditions monétaires pour éviter que les gens se mettent à anticiper une inflation future, demander des salaires plus élevés qui vont se traduire dans une inflation plus élevée et une spirale prix-salaire. Donc malheureusement, les conditions monétaires se sont resserrées, les taux sont plus hauts. C'est normalement temporaire jusqu'à ce que la situation se normalise. Alors dans les rapports, on sent que vous craignez les risques. Et justement, quels sont les principaux risques qui peuvent affecter vos prévisions des crises dans certains pays partenaires, par exemple? Par exemple, je crois que vous avez mis le doigt ici sur un problème que l'on décrit dans le rapport de manière relativement extensive. L'un des facteurs qui ralentissent l'économie mondiale, en dehors des politiques monétaires et des difficultés à revenir de l'épisode Covid et des chocs de la guerre en Ukraine, est le ralentissement de la Chine, qui pour l'instant est relativement contenu. Donc on a révisé nos prévisions à la baisse suite aux problèmes dans le secteur immobilier en Chine, qui amène une baisse, même une baisse relativement importante des investissements en construction, qui sont très importants pour la croissance chinoise. Donc pour l'instant, c'est le scénario que nous avons, une baisse des investissements en construction qui va avoir un impact. C'est intégré dans nos prévisions sur le prix des matières premières qui est en train de diminuer et sur le commerce international. Donc ça, c'est le premier volet de l'impact de la Chine. Et bien entendu, les pays, comme beaucoup de pays africains qui sont producteurs de matières premières, sont plus affectés par la baisse de la demande pour ces matières-là. Il pourrait également être affecté par une baisse des investissements extérieurs de la Chine, qui est aussi très important dans bon nombre de pays africains. Maintenant, le risque que l'on a, c'est que ce ralentissement, qui pour l'instant n'est qu'un ralentissement maîtrisé par les autorités, se transforme en une crise financière de plus grosse amplitude. Et dans ce cas-là, les répercussions seraient bien entendu beaucoup plus importantes pour la Chine, beaucoup plus difficiles à traiter. Vous vous rappelez la crise financière en 2008 aux États-Unis et dans bon nombre de pays. Et les répercussions pour l'économie mondiale seraient aussi beaucoup plus préoccupantes. Alors vous parlez beaucoup de la Chine dans vos propos, comme vous avez évoqué le cas des États-Unis en 2008, c'est vrai, mais là il est beaucoup propos de la Chine qui est listé comme problème. Et nous, ça nous intéresse beaucoup parce que la Chine est devenue une des principales places fortes, en tout cas en termes d'investissement ici en Afrique, et avec comme conséquence pour nos économies ce que vous annoncez un peu comme potentiel problème à ce niveau. Oui, voilà, oui, tout à fait. Ça inquiète. Ça peut inquiéter. La Chine, au cours des 20 dernières années, a beaucoup augmenté de volume, de création de richesse, c'est devenu la deuxième économie mondiale. Donc bien entendu, lorsqu'elle ralentit, les effets se font sentir pour la totalité des pays, mais en particulier pour ceux qui sont le plus proches en termes de partenariat commercial. Oui. Ouais. Est-ce qu'on ne peut pas également soupçonner qu'il y a un problème politique derrière avec le bloc occidental, comme toujours, face à la Chine
Pourriez-vous préciser peut-être la question? Je veux dire des problèmes géopolitiques qui s'invitent même au Fonds monétaire international. Est-ce qu'on pourrait vous soupçonner d'être quelque part, je veux dire, quelque part, pas à la solde, mais un instrument justement de combat contre la Chine? Je crois que c'est peut-être un raccourci, un malentendu. On a vu malheureusement que ces dernières années, un certain nombre de mesures pour protéger les industries locales ont été mises en place, qui a eu comme répercussion de fragmenter un tant soit peu l'économie mondiale. Et donc il se pourrait que ce phénomène s'intensifie. On a vu un exemple aujourd'hui avec une nouvelle mesure américaine sur l'exportation des semi-conducteurs. Donc là, on a évidemment un mouvement qui, en l'occurrence, est un frein à la croissance, pas seulement pour la Chine, mais aussi pour les États-Unis, puisque lorsqu'il y a moins d'échanges, il y a moins de croissance. Donc là, on a effectivement, c'est l'un des problèmes que l'on souligne dans le rapport, qui explique cette croissance relativement faible. Maintenant, je crois que vous avez voulu parler du rôle du FMI, qui est aussi parfois mal compris. Exactement. Donc le rôle du FMI, je crois qu'il faut aussi rappeler que le FMI est constitué de la totalité des pays de la planète. Donc il y a 190 membres. Et son objectif est vraiment d'aider chacun de ses membres à obtenir ces objectifs de développement. Et donc ça passe par plusieurs axes. Nous avons une bonne partie de notre travail qui consiste simplement à de l'aide technique. On va sur le terrain et on aide les pays à construire leurs institutions. L'autre volet, c'est le conseil qui est fait à travers la surveillance de l'article 4, on appelle ça l'article 4, chaque pays s'y soumet, y compris les États-Unis. Et le dernier volet, c'est les prêts. Et là, les prêts ont été un instrument très important depuis la crise, depuis la pandémie. Et par exemple, en Afrique, on a maintenant 20 programmes qui sont un partenariat avec le pays, à la demande du pays, pour l'aider à traverser des périodes difficiles et à rééquilibrer ses finances. Décliné ainsi, cela n'empêche pas qu'on reproche au FMI son inefficacité à aider, à soutenir et à assister nos économies. Pour vous, c'est un mauvais procès qu'on vous fait ou pire même, certains vous perçoivent le FMI comme étant un instrument de domination néocoloniale? Oui, je crois que c'est un mauvais procès. Je pense qu'il y a deux points de vue. Le point de vue de l'intérieur de l'institution, et je vous garantis que les 2500 collègues que j'ai passent leur journée du matin au soir à essayer d'aider. Et donc, je crois que ce qui n'est pas visible, malheureusement, c'est peut-être un problème de communication, c'est que parfois, il y a des problèmes. Parfois, les programmes ne suivent pas le chemin qui était prévu. Et parfois, les résultats ne sont pas ceux qui ont été attendus. Et malheureusement, lorsque les résultats sont très loin de ce qui avait été attendu, c'est ce qui attire l'attention. On ne voit pas la totalité des programmes qui, jour après jour, aident les économies à s'en sortir. Vous avez plusieurs fois évoqué la croissance. On y arrive, mais ce ne sera pas une croissance positive, parce que dans la même veine, les contenteurs disent également que vous mettez souvent en avant la croissance, mais qu'elle ne se mange pas. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là qui vous disent que la croissance ne se mange pas? La croissance ne se mange pas. Et je conçois tout à fait que ça peut paraître un peu abstrait. Mais la croissance n'est rien d'autre finalement que l'augmentation du niveau de vie d'un pays donné. Et donc lorsque un pays croît, les moyens d'existence de sa population croissent avec elle. Et donc on a davantage de revenus, davantage de possibilités de consommer, davantage de possibilités d'investir dans le futur, dans l'immobilier, dans l'avenir de ses enfants. Donc la croissance permet
toutes ces choses-là, parce qu'elle permet une augmentation du niveau de vie. Elle permet aussi, dans des situations difficiles comme maintenant, où la dette est très élevée, de financer plus facilement une dette donnée. Pour une dette donnée, si la croissance augmente, les revenus augmentent, les taxes perçues augmentent, et donc ça la permet de régler les problèmes de dette beaucoup plus facilement. Donc c'est extrêmement important de pouvoir continuer de développer une économie et de soulager les finances publiques. Alors vous avez bien fait de rappeler les objectifs du FMI. Et là, dites-nous quelles sont les priorités du Fonds monétaire international pour ce qui est des politiques économiques. Alors, je l'ai mentionné, on est dans une situation où la croissance est relativement faible. L'inflation est toujours trop élevée. Et les taux d'intérêt, donc, de ce fait, sont aussi relativement élevés pour combattre l'inflation. Donc, bien entendu, pour un pays dont la dette est élevée, la dette publique est élevée et le déficit est important, cela crée des conditions qui sont très difficiles à gérer, qui peuvent potentiellement être explosives si les taux d'intérêt augmentent davantage, si un choc inattendu nécessite une plus grande dépense publique. Ça peut mettre rapidement une économie sur un chemin qui est instable. Et donc la priorité à l'heure actuelle, c'est de reconstruire les coussins d'absorption de ces économies. Et donc la première chose à faire, et on le met dans les priorités à court terme dans le rapport, c'est de rétablir la stabilité des prix. C'est le premier élément qui va permettre des taux d'intérêt plus bas et également permettre de ce fait un endettement plus supportable. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Rétablir la stabilité des prix, on en a pris le chemin, on n'est pas encore arrivé. Alors vous êtes à Dakar Jusqu'à ce soir. Ouais. Et vous repartez pour la Suisse? Demain matin. Non, nous partons pour Addis Abeba. Addis Abeba. Oui, nous allons également présenter notre rapport à un certain nombre d'autorités. Alors, le FMI, avec sa mission, avec le résident permanent, est en travaux à Dakar jusqu'au 24. Actuellement. Jusqu'à 24. Alors, nous vous remercions, vous, Jean-Marc Natal, d'être venu nous parler d'économie mondiale et globale avec le résident permanent qui est Mesme Koulé-Vico. Nous promettons, dès la semaine prochaine, de revenir sur ce plateau à la fin donc de la mission du FMI. Et ce sera pour parler du Sénégal. Du Sénégal, absolument. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Bonne soirée. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média. Rendez-vous donc est pris pour la semaine prochaine à la fin de la mission du FMI pour parler des chiffres ici au Sénégal, comment ça se place réellement au plan de l'économie. Ce sera avec le résident permanent du Fonds monétaire international. On sera très local cette fois-ci. Merci, bonsoir.